Machine frigorifique, niveau PCSI, prérequis, notion de gaz parfait, premier principe, second principe, bibliographie d'UNO PCSI, développement. Alors, principe de fonctionnement donc on s'intéresse aux machines frigorifiques type climatisation ou frigo. Alors, ils sont constitués d'un compresseur qui comprime un fluide frigorigène, d'un condenseur, donc ici on arrive avec un gaz, quand il perce de la chaleur dans le condenseur, à ce moment-là, dans le condenseur, il se liquéfie, ensuite donc là il est sous pression, il se détend où il va se refroidir et à partir de ce moment-là il va pouvoir s'évaporer en récupérant de l'énergie du milieu extérieur avant d'être recomprimé. Alors dans ce cycle, dans le compresseur, le fluide reçoit du travail mais il n'échange pas d'énergie. Dans le condenseur, partout ailleurs, il ne reçoit pas de travail. Il reçoit de travail que dans le compresseur. Et par contre, les échanges d'énergie sont situés idéalement uniquement dans le condensateur, où il cède de l'énergie, et dans l'évaporateur, où il en capte. Pour exploiter pour comprendre ces machines, il nous faut déjà adapter le principe, le premier principe de la thermodynamique au système ouvert. Puisque ici, donc le système est fermé si on considère tout l'ensemble, mais si on veut considérer uniquement ce qui se passe dans une machine, eh bien à un endroit donné, on a le fluide qui s'écoule avec, si ça c'est la machine, un certain volume qui arrive ici. À un instant qui suit, on a le fluide qui est ressorti ici. La pression d'entrée et la pression de sortie ne sont pas les mêmes pour le compresseur et pour le détendeur. Et donc le travail des forces de pression est à prendre en compte. Alors, si on applique ce premier principe sur ce système, on va chercher la variation d'énergie interne, delta U, entre cet état-là, et entre ce moment-là et ce moment-là. Alors, de delta U, on va déjà le définir comme l'énergie interne massique. Donc en fait on va tout dans ce problème ramener à des grandeurs massiques. Donc les minuscules sont des grandeurs massiques qu'on multiplie toujours par la masse pour avoir les grandeurs habituelles. Le travail des forces de pression. Alors à l'entrée c'est PE fois S fois la distance sur laquelle entre les deux temps, entre ce moment-là et ce moment-là, cette force de pression cette force de pression va s'exercer et va travailler sur cette distance-là, qu'on va appeler LE. À la surface, à la sortie, on a PS, et donc on va avoir le travail des forces de pression qui vaut moins PS fois S, donc ça fait la force, multiplié par LS. Et c'est du signe moins parce que cette fois-ci, la pression, on avance dans ce sens-là, la pression est dans ce sens-là, donc ce n'est pas un travail moteur. Là, c'était un travail moteur. Là, c'est l'inverse de travail moteur. Alors, cette longueur LE dont on parlait tout à l'heure, eh bien, c'est simplement le volume. Alors attention, ici, c'est pas une vitesse, c'est un volume massique. Donc, si je veux avoir le volume total, c'est le volume qui vient d'entrer, le volume qui est entré pendant le temps t, multiplié par la masse, divisé par S. Ce qui nous fait que le travail, donc après on fait la même chose pour LS, j'ai oublié de préciser, et quand on veut calculer le travail final, c'est PE fois MVE moins PS MVS, et donc ce volume massique, on va pouvoir définir, donc ça va nous donner le travail des forces de pression. On garde cette relation pour l'instant.
On peut aussi imaginer que le système a reçu a reçu un certain travail de l'extérieur. Alors on va l'appeler, on va le rapporter toujours à la masse et ça va être le travail massique. Et peut-être il a aussi échangé il y a eu un transfert de chaleur Q avec l'extérieur et on va appeler chaleur massique la minuscule, donc toujours pareil, grandeur rapportée à la masse. Quand on applique le premier principe, donc delta U plus, alors on peut aussi parler de la variation d'énergie cinétique parce que ici, si la vitesse à la sortie n'est pas la même que là, il peut y avoir une variation d'énergie cinétique, mais généralement c'est faible dans ce système et ça pourra être négligé. WP, donc WP c'est les forces de pression plus WU plus Q. Alors, si on ramène tout ça, donc la delta U, on avait défini, on avait dit que c'était l'énergie interne en sortie moins l'énergie interne à l'entrée. Et donc on va pouvoir reformer avec cette expression-là, et en simplifiant par M, on va pouvoir reformer une expression où on a l'énergie interne en sortie plus la pression de sortie multipliée par le volume massique de sortie. Et donc ça va nous déterminer, ça va nous permettre de définir une enthalpie massique. Donc on a une enthalpie massique de sortie moins une enthalpie massique d'entrée. Et on va pouvoir écrire que delta H, c'est WU plus Q. Et le grand avantage de cette grandeur delta H pour le système qui nous intéresse, c'est que ça va nous permettre de ne plus nous préoccuper de tout ce qui est travail des forces de pression, puisque c'est déjà intégré dans le delta H. Alors, après, on n'a plus qu'à faire sur la tranche AB, donc entre A et B, ah non, d'ailleurs il doit y avoir une petite erreur. Si, entre A et B, c'est le compresseur, donc la variation d'enthalpie entre A et B, c'est juste le travail du compresseur, il n'y a pas d'échange de chaleur. Entre B et C, c'est Q chaud, donc le Q qu'on cède à l'environnement chaud. Entre C et D, il n'y a ni chaleur ni travail échangé, c'est la détente. Et entre D et A, il y a juste l'énergie qu'on a pris au milieu, donc au milieu qui est plus froid. Et donc c'est un transfert de chaleur. L'efficacité dans ce cas-là, c'est le rapport de Q froid sur W, le travail du compresseur, et c'est le rapport des enthalpies. L'efficacité d'une PAC, ça sera pareil, sauf qu'on définit ce qui nous intéresse, l'énergie utile, c'est non pas l'énergie qu'on a piquée au milieu froid, c'est l'énergie qu'on rejette dans le milieu chaud. Donc ça change un petit peu la définition. Alors, le diagramme des frigoristes dans cette machine va nous permettre de comprendre comment est-ce que la vaporisation et comment les changements d'état et les variations d'enthalpie qui sont liées à ces changements d'état vont nous permettre de comprendre le fonctionnement de cette machine thermique et d'en déterminer le rendement. Alors, le diagramme des frigoristes a le grand avantage d'avoir directement l'enthalpie en abscisse, qui va nous permettre de faire les lectures dont on vient de parler tout à l'heure. Donc en ordonnée, c'est la pression, comme dans le diagramme de Clapeyron. Et on va retrouver, comme dans le diagramme de Clapeyron, on va retrouver une courbe en cloche qui va nous montrer la limite entre l'état liquide, l'état gazeux, et en fait une partie horizontale dans laquelle on a un transfert, enfin on a un changement d'état, et donc ici on a directement l'enthalpie de changement d'état quand on lit la largeur de cette courbe. Alors quand on passe du liquide au gaz, on va passer progressivement à des différentes fractions, donc on lit ici différentes fractions de liquide et de gaz, et on peut lire sur ces courbes qu'on appelle des courbes d'isotitres, qu'ici par exemple on a 20% de gaz, on est plus près du liquide, ici on a 100% liquide, 0% gaz, 20% gaz, 40% gaz, et ici 100% gaz.
On a défini donc les isothermes. Oui, alors les isothermes sont des horizontales parce que quand on fixe la pression, eh bien le changement d'état va se faire à une température constante. Donc à même pression, tout le changement d'état ici se fait à température constante avec à température constante. Et à partir de là, donc sur cette partie-là, c'est vertical parce que en fait ici on a à l'état liquide l'enthalpie ne dépend que de la température. Or, pour une enthalpie constante, il faut que j'ai une température constante et donc c'est ma courbe d'isotherme. Pareil pour l'état gazeux, pareil pour l'état gazeux, mais pour le gaz réel, et on a ici pour les faibles pressions le gaz réel, et ici on a des courbes qui sont quasiment verticales. Par contre ici, enfin pour le gaz parfait, par contre ici on a un gaz réel et on voit que l'enthalpie ne dépend pas que de la température. On peut définir aussi les isobars qui seront des horizontales, on en avait déjà parlé, et vont également être dessinés les isentrope qui elles ne sont pas verticales. Par contre on peut quand même voir que les isentropes sont liés à l'énergie, hein. Les isentropes, l'entropie est liée au désordre, et le système à pression constante, par exemple, si son enthalpie augmente, son énergie interne augmente, le désordre augmente et l'entropie augmente. On peut voir que les isentropes sont verticales pour l'état liquide, parce que dans ce cas-là, à l'état liquide, l'entropie ne dépend que de la température. Delta S, la variation d'entropie, c'est delta H sur T, et comme ici on a des isothermes qui sont verticales, eh bien ici on a une enthalpie qui est constante, une température qui est constante, ça nous donne aussi une entropie qui est constante. Étude du cycle. Donc quand on part du point A qu'on comprime, alors la compression est irréversible. Si elle était réversible, on viendrait ici à ce point. Mais comme la transformation est irréversible, on arrive à un point, donc à une certaine pression, on comprime, on part ici d'une certaine pression et on comprime jusqu'à une autre pression. Et on arrive ici à un point qui est légèrement à droite de l'isentrope. Là, on est toujours à l'état gazeux. À ce moment-là, on passe dans le condensateur. Donc dans le condensateur, en fait, on extrait de l'énergie, c'est un échangeur thermique, et donc on ne condense pas le liquide, il va se condenser parce qu'on lui prend de l'énergie. Alors on lui prend de l'énergie en faisant abstraction du travail des forces de pression, puisqu'on est ici en diagramme H, et donc on lui fait à pression constante. À pression constante, on lui prend de l'énergie, donc au début il se refroidit simplement, et puis on va toucher ici la courbe, la courbe de Rosé, la courbe, faudra voir, courbe de Rosé, et à partir de là on commence à condenser le liquide, et on va s'arrêter au moment où quasiment tout est liquide, où tout est liquide. À partir de là, donc on est dans la partie de la machine où le liquide arrive à un détendeur, donc à un rétrécissement qui permet de maintenir cette pression-là. Et à travers ce détendeur, il va pouvoir se détendre, donc prendre plus de volume, et cette détente se fait à se fait à enthalpie constante, puisque en fait cette détente est très très rapide. C'est une détente de Joule, et on considère qu'on n'échange pas de chaleur avec l'extérieur et pas de travail non plus. Enfin du moins, le travail il est pris en compte par l'enthalpie, mais donc c'est une détente qui est isenthalpe. Donc c'est l'isenthalpe, ici elle est sur une verticale, et on se retrouve ici avec ça, avec donc une partie, on voit qu'il reste du liquide, on n'est pas entièrement gazeux, on est 10%,
On est 10% gazeux pour l'instant à la sortie de cette machine et on va pouvoir ensuite capter de l'énergie dans l'évaporateur au milieu extérieur et ceci va nous permettre, de vaporiser le fluide calorifique et donc toute cette énergie va lui permettre de s'évaporer à pression constante et finalement d'arriver à l'état gazeux puisque ce qui arrive à nouveau dans le compresseur c'est uniquement le gaz. Alors quand on veut calculer l'efficacité de cette machine thermique, eh ben, c'est très simple puisque c'est par définition l'énergie qu'on a récupérée. Donc pour le frigo, c'est celle qu'on récupère dans le condenseur, enfin celle qu'on évacue dans le condenseur. Donc c'est ça, ce segment-là, la longueur de ce segment, divisé par l'énergie qu'on a fournie lors de la compression et c'est exactement ça. Donc c'est le rapport de ces deux segments et en faisant des lectures directes sur les axes, on peut déterminer toutes les enthalpies de tous les points et en déterminer que l'efficacité du frigo est d'environ 5. Pour une machine thermique réversible, on peut calculer quel serait le rendement de Carnot, le rendement idéal, donc ce serait T froid sur T chaud moins T froid, et on l'aurait ici à 7,51. On voit qu'on n'est pas tout à fait à ce rendement de Carnot, c'est normal parce qu'ici on avait une irréversibilité. Pour une détente de Carnot, pour un rendement de Carnot, il ne faudrait pas avoir d'irréversibilité. Alors, si on refait le calcul en prenant en compte une machine parfaite qui permettrait de faire la détente ici, alors il faudrait que ça soit infiniment lent, pour que ça soit réversible, on pourrait comprimer de manière infiniment lente et arriver ici. Donc, on aurait dans ce cas-là, si on refait des lectures sur les axes, on obtiendrait 6,5. Donc on voit qu'on n'est toujours pas à 7,5. C'est parce qu'il y a encore une source d'irréversibilité dans notre cycle. Et bien, c'est pas là parce que c'est pas une condensation, une évaporation pourrait se faire de manière infiniment lente et n'est pas forcément source d'irréversibilité. Par contre, ici, on a une détente qui, elle, est source d'irréversibilité quand on fait une verticale. En fait, on voit que l'isentrope ici n'est pas verticale, elle est verticale à l'état liquide, mais elle n'est pas verticale ici parce qu'il y a un petit peu de gaz. Et donc, quand on fait la détente isenthalpe, eh bien, on voit qu'elle est forcément non isentropique. Donc, on a aussi des déperditions à ce moment-là qui font qu'on n'a pas de... qu'on a encore de l'irréversibilité et qu'on n'a pas le rendement de Carnot.